Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 1er mars. L'épizootie de fièvre afteuse s'étend de plus en plus en Grande-Bretagne. Après l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse sont touchés. Nous reviendrons sur l'origine de cette fièvre. La justice française de nouveau saisie d'une plainte contre X déposée par des malades de la thyroïde dénonçant le nuage radioactif de Tchernobyl en 86 et les silences de l'État. Révélation, c'est le titre d'un livre sur un système de blanchiment d'argent mettant en cause une société au Luxembourg, mais également des banques françaises. Près de 3 millions de personnes chaque année en France sont victimes de dépression. Malgré une surconsommation de tranquillisants, la prise en charge n'est pas satisfaisante. Ce soir, à l'Opéra Comique à Paris, Jérôme Savary propose Mistinguett, la Mistinguett légendaire du music-hall, revue mais pas corrigée. Et puis dans la deuxième partie de cette édition, comme tous les jeudis, nous évoquerons la campagne électorale avec un sondage à Lyon, le statut particulier de Paris, Lyon, Marseille, et puis je recevrai Laurent Fabius en direct. La fièvre afteuse se propage un peu plus chaque jour en Grande-Bretagne. Après l'Angleterre et l'Irlande, c'est l'Écosse qui est touchée. 2 foyers y ont été identifiés aujourd'hui. De très sérieuses mesures de précaution sont prises. Mais sur le plus grand marché à viande de Londres, les prix augmentent et les consommateurs ne cachent pas leur inquiétude. Correspondance Laurent Boussier et Sten Rosenlund. Smithfield, le plus grand marché à viande de toute l'Angleterre. Sans que l'on puisse pour le moment parler de pénurie, depuis ce matin, les professionnels ont du mal à répondre à la demande des commerçants et des grandes surfaces. Déjà, quelques produits sont rationnés. Parce que nous n'abattons plus de bétail, il va y avoir des problèmes pour tous les produits que nous vendons. Une remarque particulièrement vraie pour le porc, premier animal touché par la fièvre afteuse dont les prix sur les étalages ont déjà augmenté. Les Britanniques sont de gros consommateurs de porc et si les prix du porc qu'on achète augmentent énormément, jusqu'à 50% ou plus, cette augmentation devrait être répercutée sur le consommateur. Et la crise est loin d'être terminée. L'épidémie continue sa progression. 6 nouveaux foyers ont été découverts depuis hier, dont au moins 1 en Écosse et 2 en Irlande du Nord. L'Irlande du Nord où cette ferme est montrée du doigt. Les propriétaires auraient exporté vers l'Irlande du Sud 248 agneaux malgré l'interdiction d'exportation des viandes britanniques. Depuis ce matin, la frontière entre les 2 Irlandes est très surveillée. Tous les véhicules y sont systématiquement désinfectés. Le gouvernement britannique sait que la crise n'est pas terminée. D'abord parce qu'il faut 14 jours d'incubation à la maladie avant l'apparition des premiers symptômes, ce qui veut dire que les mesures prises la semaine dernière ne seront efficaces au mieux que dans 8 jours. Ensuite, parce que les conséquences économiques de cette maladie ne font-elles que commencer. Les poids lourds et tous les véhicules venant du Royaume-Uni par le tunnel sous la Manche seront soumis à un dispositif de désinfection. Dans les ports comme à Cherbourg ou en Bretagne, on décontamine les roues des camions. À Lisbonne, pour éviter la diffusion de la fièvre afteuse, dans les aéroports, les passagers en provenance de Grande-Bretagne doivent nettoyer leurs chaussures dans un pédiluve. En Espagne, en Lettonie, un peu partout en Europe, des moutons d'origine britannique sont abattus et la communauté musulmane s'apprête à renoncer pour certains au sacrifice de l'Aïd el-Kébir, notamment en Belgique. Mais en France, l'abattage n'est pas interdit. Cette crise pouvait-elle être évitée? Cette question est légitime si l'on se souvient qu'en 1990, la vaccination contre la fièvre afteuse fut arrêtée pour des raisons financières. Le tout est de savoir s'il faut vacciner à nouveau. Enquête Delphine Orviller et Jean-Louis Bousser. C'était il y a 10 ans. Le ministre de l'Agriculture, Louis Mermaz, annonçait la suppression de la vaccination contre la fièvre afteuse. Une décision motivée par l'absence de foyers infectieux depuis 1981, mais aussi par des raisons financières importantes. Le coût de la vaccination était de l'ordre de 200 millions de francs par an pour les agriculteurs. Donc si on multiplie ça depuis 10 ans qu'il n'y a pas eu de vaccination, on arrive à un coût de 2 milliards de francs qui ont été économisés, donc qui est non négligeable. Autre motivation économique de taille, en arrêtant la vaccination, l'Union européenne accédait au statut de zone indemne de fièvre afteuse, un statut qui ouvre la voie à l'exportation vers de nombreux pays. 10 ans plus tard, avec cette nouvelle menace de contamination venue de Grande-Bretagne, la consigne est claire. Abattage systématique des foyers d'épidémie et abattage dit de précaution de tous les animaux ayant été en contact avec ces foyers. Le vaccin existe toujours, mais pour les membres de l'Union européenne, son utilisation n'est pour l'instant pas envisagée.
Il n'est pas question à ce stade de remettre en cause la politique communautaire d'abattage systématique et de non-recours à la vaccination. Donc pour l'instant, la maladie est limitée au territoire du Royaume-Uni. Certes, elle concerne un nombre important d'animaux, avec des mesures qui peuvent paraître spectaculaires, mais on peut imaginer et on peut espérer que cette maladie va être limitée au Royaume-Uni. L'Union européenne dispose aujourd'hui de 30 millions de doses de vaccins, mais tant que le foyer d'épidémie ne s'étend pas, leur utilisation n'est pas à l'ordre du jour. 53 personnes atteintes de maladies de la thyroïde ont décidé de déposer plainte aujourd'hui contre X pour empoisonnement. Ces malades soupçonnent le nuage radioactif de Tchernobyl d'avril 86 d'être à l'origine de leurs maux. Les plaintes déposées visent, sans le dire, les responsables politiques de l'époque. Hélène Vergne, Laetitia Fouque et Rémi Poissonnier ont accompagné les plaignants. Tous souffrent de graves maladies de la thyroïde. Pour tous, le nuage de Tchernobyl est coupable. Ce matin, en portant plainte contre X pour empoisonnement, les victimes souhaitent aller plus loin. Elles accusent l'État français de négligence. Le gouvernement de l'époque est complètement responsable, pour nous, c'est clair, mais je dirais que les gouvernements qui se sont suivis sont complices. Pourquoi ils sont complices? Parce qu'ils n'ont jamais dénoncé les responsables de l'époque. Ils ont toujours dit on a bien géré l'accident de Tchernobyl. Isabelle avait 13 ans lors de l'accident. Si elle a développé un cancer de la thyroïde, elle en est persuadée, c'est parce qu'aucune mesure n'a été prise pour protéger la population de l'irradiation. J'aimerais voir les personnes qui m'ont rendu malade, les voir m'expliquer pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire, qu'ils comprennent aussi notre souffrance, mais ça c'est pas sûr. Qu'ils voient dans quelle détresse on est. Toutes les preuves qu'on a réussi à... Seul un procès apaiserait aujourd'hui Isabelle et les autres victimes. À Reims, dans ce même dossier, la plainte déposée par Johan, notre malade, va être instruite. Pour eux tous, c'est une première étape vers la vérité. Pour expliquer, voire comprendre la démarche de ces personnes malades, il suffit de se remettre en mémoire les affirmations péremptoires des spécialistes de l'époque à propos de Tchernobyl. Enquête Agnès Monteux et Frédéric Pasquette. Sur le terrain, les nombreuses mesures le prouvent, il y a bien eu contamination après le passage du nuage de Tchernobyl. Sur certains départements, la radioactivité a décuplé. Sur quelques parcelles, elle a même parfois été multipliée par 1000. Certes, on est très loin de la contamination en Ukraine ou en Biélorussie, mais il faudra attendre 14 jours après l'accident pour qu'un premier bilan soit présenté. Auparavant, les discours des autorités de sûreté nucléaire sont rassurants. Je ne pense pas que ça puisse aller à une échelle supérieure à quelques dizaines de kilomètres aux alentours de la centrale. Et donc, a fortiori, pas du tout au-delà des frontières de l'URSS. Il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. Pourtant, dès le lendemain de l'accident, le nuage se dirige vers l'ouest. Il atteint la France à 2 reprises le 30 avril. C'est essentiellement l'est du pays qui est contaminé. Contrairement à l'Allemagne ou l'Italie, la France ne prendra aucune mesure de sécurité vis-à-vis des produits frais. Aujourd'hui, s'agirait-il de prendre des précautions de restriction alimentaire, par exemple? On le ferait sûrement, mais on le ferait en se disant que c'est une mesure de précaution. Un petit peu comme on abat aujourd'hui un troupeau entier lorsqu'une bête est malade. Le nombre de cancers de la thyroïde ne cesse d'augmenter en France, mais cette augmentation s'expliquerait pour beaucoup par une meilleure détection de la maladie. Le lien entre les cancers et Tchernobyl est donc loin d'être établi. Dans l'affaire des 7 femmes disparues de Lyon à la fin des années 70, disparitions pour lesquelles Émile Louis a été mis en examen, la justice s'est rendue coupable de grave négligence. C'est l'extrait d'un rapport d'enquête qui a été rendu public par la ministre Marie-Lise Lebranchi. Les faits sont scandaleux, a dit la garde des Sceaux. Reportage Fanny Auvergne et François Granier. 2 mois après avoir demandé une enquête sur le fonctionnement de la justice dans Lyon, la garde des Sceaux vient rendre ses conclusions. Des conclusions accablantes. Négligence, dysfonctionnement sont les termes employés dans ce rapport pour caractériser la justice d'Auxerre au début des années 80. Une justice alertée 3 fois sur les 7 disparitions de jeunes filles, une justice qui n'a jamais rien fait. Et dit mon émotion, c'est une mission délicate mais qui montre qu'il y a eu des dysfonctionnements, des erreurs d'appréciation et que dans sa globalité,
l'institution judiciaire est responsable de ces dysfonctionnements. Plus de 20 ans après les faits, la justice reconnaît ses erreurs et sa responsabilité. Pour le représentant des familles, Pierre Maunoir, c'est la fin d'un long combat contre le silence. C'est la révélation d'un gâchis que l'on avait senti, pas de cette ampleur-là au départ, bien évidemment, mais un gâchis, c'est-à-dire, effectivement, bon, c'est bien de reconnaître ses fautes, tout à fait, mais vu le contexte dramatique, c'est un petit peu un sentiment de nausée par rapport à tout ce qui aurait pu être stoppé avant. Désormais, c'est au Conseil supérieur de la magistrature de décider des sanctions à l'encontre des magistrats de l'époque. Au même moment, à Auxerre, Émile Louis, pendant plus de 4 heures, répondait pour la première fois aux questions des parties civiles. Dramatique assassinat mardi soir dans une maison de Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise d'un garçon de 10 ans. Il a été tué de plusieurs dizaines de coups de couteau. Sa grand-mère a été très grièvement blessée. Reportage Stéphane Bretner, Régis Maté. Le meurtre a eu lieu en plein jour dans ce pavillon de la banlieue parisienne. Il est 17h30 mardi, Isabelle garde ses 3 petits-enfants. Un homme se présente à la porte, il entre dans la maison et assène 2 coups de couteau à la grand-mère. Puis il se dirige au 2e étage où il tombe sur Jérémy, 10 ans. Les policiers le retrouveront dans une mare de sang, tué de 56 coups de couteau. Malgré ses blessures, la grand-mère arrive à sortir et donne l'alerte sur le perron. Le portail ouvert, elle était assise sur la dernière marche, tout en haut. Et elle criait. Et j'ai vu un type qui montait l'escalier. Mais à ce moment-là, je suis allée appeler la police. L'homme aurait traversé le jardin avant de s'enfuir par la rue adjacente. Dans la maison, les petits frères et sœurs de Jérémy, âgés de 2 et 4 ans, ont été épargnés par le tueur. Ce soir, les enquêteurs n'ont pas de pistes sérieuses, pas d'armes du crime, pas de mobile. La grand-mère entre la vie et la mort à l'hôpital ne peut évidemment pas témoigner. Dans ce quartier tranquille, on est encore sous le choc. Bah oui, parce qu'on vit quand même un petit peu comme un petit village, quoi. C'est clair, on ferme plus la porte. On regarde si la porte est bien fermée avant de s'en aller. Forcément. Ce soir, le mystère reste entier. Le parquet ouvrira la semaine prochaine une information judiciaire pour meurtre. Depuis hier, les parents de Jérémy ont fermé leur cabinet médical. Pour tenter de régler les litiges entre citoyens et ceux qui ont en charge la sécurité, une commission nationale de déontologie de la sécurité a été mise en place ce matin. Elle est présidée par Pierre Truche, l'ancien président de la Cour de cassation. Elle fonctionnera sur le même principe que le médiateur de la République. Publication ce matin dans le journal La Croix de lettres de Maurice Papon. Celui-ci a écrit à la ministre de la Justice. Il se demande comment il pourrait exprimer, je cite, regrets et remords pour un crime qu'il n'a pas commis. Puis dans une autre lettre adressée au rabbin Bernheim, Maurice Papon le remercie de s'être prononcé en faveur de sa libération. Ce soir, le rabbin Bernheim dément avoir reçu cette lettre. EDF espère un retour à la normale dans le sud-est vendredi soir seulement. Pour l'instant, il y a encore 44 500 foyers privés d'électricité. Après tous les dégâts causés par les importantes chutes de neige, des dizaines de milliers de foyers étaient privés tout au long de cette journée d'électricité. La Nationale 7 a été rouverte ce matin et l'on tentait de tirer les enseignements surtout d'un certain cafouillage. Reportage Yannick Caroussi, Olivier Théron et Gérard Gallian. La neige avait un côté très ludique aujourd'hui aux abords de l'autoroute A8. Fin de la galère, la circulation a pu reprendre dès le début de matinée dans les deux sens. Même pas dégager, même pas s'occuper des citoyens, rien du tout, toujours ailleurs. Changement total d'ambiance sur la Nationale 7. 200 voitures et 50 poids lourds coincés dans 60 cm de neige. Des véhicules abandonnés de façon anarchique. Du coup, il faut déblayer le terrain à la pelle. On n'a pas trop de solutions, mais l'avantage qu'on a, nous on a des pelles et des bras, donc ça se passe bien, quoi. Les premiers engins de la DDE pourront finalement se frayer un chemin et la Nationale 7 devrait rouvrir dans la soirée. La circulation se fait d'ailleurs ce soir dans de plutôt bonnes conditions sur le réseau secondaire. On a été coupé là-haut. L'électrique, le téléphone et les réseaux. Le gros point noir, c'est la distribution d'électricité. Les pylônes ont cassé sous le poids de la neige et 29 000 foyers sont toujours dans le noir. Avec 600 hommes et 5 hélicoptères, EDF a pour objectif d'installer pour demain soir un point d'approvisionnement dans chaque village. On est en train de prendre toutes les grosses lignes, les grosses artères, on remet tout en place et au fur et à mesure on alimente tous les clients.
On s'avance donc vers la fin de la crise. Il va falloir désormais en tirer les enseignements. Les services de la préfecture vont notamment essayer de savoir si la société d'autoroute a commis des erreurs dans sa gestion du trafic lors des fortes chutes de neige d'il y a 2 jours. Manifestation des salariés de l'U Danone pour dénoncer les projets de restructuration du groupe. 4000 salariés sont concernés par un plan de réorganisation qui pourrait être annoncé au plus tard le 15 avril. Reportage Cyril Deveau et Christian Leroux. Presque tous au rendez-vous ce matin, les 410 salariés de l'usine LU à Évry. Grève générale de 24 heures, direction Paris, pour manifester leur colère devant le siège social de Danone, la maison mère. Le groupe préparerait une vaste restructuration du pôle biscuits. Cette unité de production parisienne serait menacée de fermeture. On est carrément des pions, ils nous prennent pour des imbéciles, hein. On est des cons pour eux, hein, parce que j'estime que moi, ça fait 17 ans que je travaille dans la société. On comptait quand même faire toute notre vie dedans, hein. On a mis tout notre pouvoir dedans. On a tout donné, j'estime que c'est honteux ce qu'ils font, c'est inacceptable. Le groupe Danone a annoncé des bénéfices records en 2000. Le cours de l'action a progressé de 37%. C'est ce qui écœure les gens, parce que là on repart exactement dans le même système que Michelin et puis d'autres sociétés. Hein. On n'est pas les seuls et on ne sera sans doute pas les seuls s'il n'y a rien de fait. Ils appellent donc à l'aide du gouvernement. Les délégations des 7 usines françaises menacées de fermeture sont reçues au ministère de l'Agriculture, puis au ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Aucune solution pour l'instant, leur dit-on. Autre étape, le siège de Danone. La direction ne dira rien, ni sur la suppression de 1700 emplois envisagés, ni sur les délocalisations redoutées. On a des usines dans les pays de l'Est, et à mon avis, les gâteaux vont être faits dans les pays de l'Est. Parce que dans les pays de l'Est, vous savez qu'un pays de l'Est, là-haut, l'ouvrier va travailler pour pas grand-chose. Moi, avec ma paye, je suis sûr qu'on va payer 5 ou 6 Polonais. Non, on est ça, c'est mort. Danone devrait dévoiler son plan de restructuration début avril. D'ici là, les salariés de l'U prévoient d'autres actions. La mission parlementaire sur le blanchiment de l'argent sale veut entendre les auteurs du livre Révélation, avec un S à la fin, un S en forme de $, publié aux éditions des Arènes. Denis Robert et le financier luxembourgeois Bax, les auteurs, racontent dans leur ouvrage tout un système de comptes et de transactions bancaires susceptibles de dissimuler des pratiques illégales. Enquête Olivier Caroff et Emmanuel Beck. Révélation au pluriel. Quand un ancien banquier choisit un titre pareil pour son livre, la finance mondiale a peut-être du souci à se faire. Lorsqu'en plus il vient du Luxembourg, un pays où le secret bancaire est sacré au point d'être inscrit dans la Constitution, on peut s'attendre à un ouvrage explosif. Certaines choses à Luxembourg ayant assez duré, il faut que quelqu'un prenne le mauvais rôle que je prends aujourd'hui et prenne les risques qui existe peut-être. Car il s'attaque à une fierté de son pays, une société de compensation internationale, une sorte de grande bourse d'échange où les banques du monde entier déposent leurs valeurs. Il n'y en a que 2 en Europe, celle du Luxembourg, c'est Clearstream. Ernest Bacchus en a été l'un des fondateurs il y a 30 ans. Il a été licencié en 83. Aujourd'hui, il dénonce un système de blanchiment d'argent sale. Explication: chaque banque cliente a un compte officiel, on dit publié. Toutes les autres banques en connaissent l'existence. En option, Clearstream propose un deuxième compte non publié, celui-là. Les banques peuvent y mettre leurs filiales à l'abri des regards. Ces comptes non publiés, il y en avait 2 en 83, 2000 en 95, 8000 l'année dernière. Pourquoi un tel succès? Pour échapper aux enquêtes. Vous prouvez à la police qu'officiellement, et sur les comptes officiels de CEDEL, il n'y a pas de trace de ces opérations que vous recherchez. Elles disparaissent, un peu comme dans un trou noir. Elles disparaissent comme dans un trou noir. Dans son livre, plusieurs cas troublants. Le Crédit Lyonnais, par exemple, il perdait des milliards dans les années 80. À la même époque, il disposait de 23 comptes non publiés, un record. La BCCI, une banque pakistanaise qui blanchissait l'argent de la drogue, a utilisé un compte non publié. Quant à la Menatep, banque russe au cœur d'une affaire de détournement de fonds, elle avait un compte non publié sans même être officiellement cliente de Clearstream.
Mais il y a aussi des mafieux, énormément. Il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont inscrites dans des paradis fiscaux qui se servent de cet outil pour transférer leurs fonds, quoi. Mais cet outil a une mémoire aussi. Donc ce qui est formidable, c'est qu'ils sont presque pris à leur propre piège aujourd'hui. C'est-à-dire que grâce aux documents qu'on a découverts, on peut retracer un certain nombre d'itinéraires financiers. Chez Clearstream, on dément en bloc et on attaque les auteurs du livre en diffamation. Tout ceci ne serait qu'invention malveillante et vengeance d'un ancien dirigeant licencié. Les comptes non publiés comme les comptes publiés sont de simples outils d'information qui permettent à nos clients de vérifier certains détails de leur compte, leur nom, leur numéro de code, avant d'envoyer une instruction. C'est aussi simple que cela. Simple, sauf lorsqu'on pose au grand patron ici à gauche des questions précises sur tel ou tel client. Là, pas de réponse. Question de déontologie, nous dit-on. De quoi intriguer aussi certains magistrats spécialistes des affaires de blanchiment. Alors, dès l'instant où on découvre qu'il existe des opérations qui sont occultées au sein même de ces organismes, le soupçon naît obligatoirement. D'autre part, est-il bien sain que des entreprises possèdent des comptes de ce genre et pas seulement des établissements bancaires? Alors si c'est vraiment le cas, c'est certainement contraire à toutes les lois sur le blanchiment. La justice ne s'est jamais intéressée à Clearstream. Le pourra-t-elle désormais? Ernest Bacchus promet tous les documents nécessaires aux juges qui en feront la demande. La dépression nerveuse touche chaque année en France près de 3 millions de personnes. La peur des médicaments, la honte d'en parler, la crainte d'être étiqueté déprimé participent à une insuffisance de la prise en charge de situations qui touchent aussi bien les jeunes que les plus âgés, comme vient de le démontrer un rapport d'experts psychiatres. Voici 2 témoignages recueillis par Florent Muller et Jean-Marc Turcin. Les journées à venir s'annoncent désormais ensoleillées pour Gisèle Kessel. Les plages du Sénégal ou la Turquie, c'est encore à voir. Mais un voyage à des centaines de kilomètres, bien loin de ce mois de septembre dernier, où elle était incapable du moindre mouvement, anéantie par une dépression. La dépression vous met dans un état mais lamentable, lamentable. On est, je crois qu'on n'est plus rien. On n'est rien. Oui, t'as qu'à, je l'ai entendu à longueur de journée, t'as qu'à te bouger un peu, tu prends sur toi. Mais on ne peut pas prendre sur soi. C'est ça le truc de la dépression. On n'arrive pas. On n'arrive pas à se raisonner, on ne comprend pas. Et là, on a vraiment besoin d'une aide, en fait. À mon avis, c'est indispensable. Seul, on ne s'en sort pas. En France, 20% de la population risque de connaître une dépression. Le mal se dissimule parfois sous des symptômes physiques tels que des troubles du sommeil ou des pertes de l'appétit, de sorte qu'un malade sur 2 est traité. Pour les autres, la souffrance demeure. Les gens qui ont eu un infarctus, ils préfèrent avoir un infarctus qui est une douleur extrêmement importante, ou une fracture de jambe, qu'une dépression. Parce que la douleur morale, c'est quelque chose qui est absolument presque indicible, et en tous les cas, toutes les douleurs physiques, aussi intenses qu'elles soient, elles sont moindres en quelque sorte que la dépression morale. Donc il y a une souffrance qu'il faut traiter. Juliette Bernard en est venue à bout. Depuis l'âge de 18 ans, elle a connu plusieurs dépressions. Après avoir longuement hésité, elle a bénéficié de médicaments et d'une psychothérapie. Aujourd'hui, le mal a disparu et cette fois, elle l'espère, pour de bon. Et au niveau de la communication avec les gens, ça n'a plus rien à voir, quoi. Enfin, j'ai du plaisir à vivre. J'avais pas ressenti ça depuis longtemps. En France, 3 millions de personnes attendent, comme Juliette, de retrouver goût à la vie. Hier, en fin d'après-midi, à Seattle, aux États-Unis, dans l'État de Washington, un tremblement de terre de magnitude de 6,8, regardez ces images prises en direct, a provoqué de sérieux dégâts matériels. Vous allez en voir quelques illustrations, mais surtout entraîné la mort d'une personne et des blessures pour 250 autres. C'était donc à Seattle, aux États-Unis. À Selby, dans le nord de l'Angleterre, le bilan de la collision ferroviaire est de 13 morts, 70 blessés, dont 2 dans un état critique. Il a été très difficile d'extraire les corps des carcasses des wagons encastrés hier. La police craint de retrouver d'autres corps de victimes. En Israël, près de la ville arabe d'Oum Al-Fahem, un attentat contre un taxi collectif a fait 1 mort et 9 blessés. Le terroriste présumé fait partie des blessés. Il a avoué avoir caché une autre bombe à Tel Aviv. L'engin avait été désamorcé par la police israélienne. 48 heures avant d'affronter les Italiens à Rome pour le tournoi des 6 nations, les joueurs de l'équipe de France connaissent une série de blessures, un mal français habituel qui rend difficile la stabilité du 15 de Bernard Laporte. Reportage Julien Beaumont, Nathanaël de Rinxin. Avec Bernard Laporte, le ton monte à Clairefontaine.
Point par point, l'entraîneur du 15 de France reprend toutes les phases de jeu, quitte à donner de la voix. Et il a de quoi s'énerver, Laporte. Le week-end dernier, 4 titulaires se sont blessés, dont Ntamak et Garbajosa. Résultat, une semaine pour créer une équipe, sacré handicap. Une chance pour Sébastien Bonetti, ce joueur de l'équipe de réserve signe sa première sélection. Mis à part Philippe Bernard-Salle, je crois que derrière, il n'y a pas un seul joueur avec qui j'ai déjà joué. Maintenant, les lancements de jeu entre France A et l'équipe de France sont un petit peu similaires. Donc, par rapport à ça, on a quand même des bases solides. Et donc, il y a quelques lancements de jeu qui changent et qui diffèrent, mais bon, à peu près, ça se ressemble à peu près. Sur la ligne d'attaque, Bonetti, Lombard, Dominici, Bernat-Salle et un revenant. 22, v'là Jean-Luc Sadourny. Samedi dernier contre Biarritz, Sadourny, 34 ans, est à l'origine de l'un des plus beaux essais. Il n'a pas porté le maillot tricolore depuis 3 mois. Il découvre un nouveau groupe. Repasser tout à fait normalement, avec beaucoup de plaisir, et de retrouver surtout un très bon état d'esprit en équipe de France. Et bon, maintenant on essaye de travailler pour retrouver de la confiance et surtout pour mettre en place le jeu de l'équipe de France. Une confiance qui fait défaut depuis la défaite contre l'Irlande. C'est donc une équipe de France rapiécée qui s'apprête à rencontrer des Italiens en pleine forme. Samedi, ils afficheront eux pour la première fois une équipe au grand complet sans blessés. Ce soir, au Théâtre de l'Opéra Comique à Paris, Mistinguett revient. C'est Jérôme Savary qui fait revivre le personnage de Mistinguett et tout le monde du music-hall d'avant-guerre. Présentation Sophie Joux et Bernard Pucessot. Incarner la Mistinguett, ça lui tourne un peu la tête. Mais quel formidable défi de faire revivre les gambettes les plus célèbres de Paris. Que j'aimais les aigrettes, et plumer les paillettes. C'est vrai, on dit que j'ai de belles gambettes. Là c'est haut. C'est pas Mistinguett, c'est pas comme ça. On lui a demandé, Madame Mistinguett, comment vous vous sentez quand vous descendez les escaliers? Je suis belle, je suis la plus belle du monde et je sais qu'ils sont là et qu'ils m'aiment. Elle était très sûre d'elle et il faut que j'ai ça dans ma tête aussi, cette sécurité que je n'ai quand même pas parce que j'ai quand même la pétoche, il n'y a pas... Vas-y Liliane, tu n'as pas... c'est elle qui te donne le peignoir. Chérie. La revue ouvre ce soir, le bulldozer Savary donne un dernier conseil à celle qui a réussi à l'emballer par sa gouaille et son énergie. Jacques. Oui. Le mot que je voulais te dire l'autre jour, c'est gigolo. Cette fois, c'est le Paris flamboyant des années 30 et une Mistinguett déclinante qu'il a choisi d'évoquer. Un faux mariage avec un gigolo pour lancer la nouvelle revue, et puis des plumes, des chansons, des paillettes. Oh, c'est pas du Wagner, hein? Inspection! Reculez-vous toutes! Trop grande! Trop grosse! Toi, t'es trop! Une revue comme Paris les aimait tant. Nous étions les rois de la revue, les Américains, les Anglais venaient voir Mistinguett, Polaire, La Belle Otero. Aujourd'hui, c'est nous, pour nos quelques 2 ou 3 revues qui existent encore, qui importons les metteurs en scène américains et qui faisons des espèces de répliques de ce qu'on donne maintenant à Las Vegas. Je l'ai tellement dans la peau. Alors ce soir, Paris va revivre avec la môme Mistinguett. Redoutée dans les coulisses, adorée par son public, elle n'eut qu'un seul amour, Maurice Chevalier, qu'elle a immortalisé. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend... Voilà, deuxième partie de ce journal, comme tous les jeudis, la partie politique à l'occasion des élections municipales et cantonales des 11 et 18 mars prochains. Avec tout d'abord le sondage, un sondage Ipsos vis-à-vis Europe 1, Le Point, Le Figaro, France 2, un sondage qui porte sur 4 arrondissements de Lyon. Détail avec Véronique Saint-Olive. Si l'on en croit les sondages, Lyon est aujourd'hui la ville du suspense municipal. Dans le 3e arrondissement, en cas de triangulaire au 2e tour, Gérard Collomb, le candidat socialiste, l'emporte largement. A l'inverse, si Charles Millon, arrivé derrière Michel Mercier au 1er tour, se retire, c'est la droite qui passe. Dans le 4e arrondissement, le scénario se répète. La gauche gagne la triangulaire, la droite gagne le duel Mercier-Collomb. Dans le 7e arrondissement, Gérard Collomb l'emporte toujours en cas de triangulaire. La droite, en cas de duel, l'emporte encore, mais là, le score est plus serré. Enfin, dans le 8e arrondissement, Gérard Collomb l'emporte largement dans les 2 cas de figure. Il reste à déterminer comment se fera le report à droite entre les 2 tours, et là, personne ne se hasarde à parier.
Voilà, Lyon avec Marseille et Paris a un statut particulier, on vote par arrondissement, mais l'autonomie de décision financière de chacun est assez restreinte. Vous voyez les explications de Laurent Hakim. Vous avez aimé le feuilleton de la campagne parisienne, vous allez adorer l'album de l'élection du maire de Paris. Un scrutin qui dépend avant tout de l'élection des conseillers de Paris, car ce sont ces conseillers municipaux qui seront élus les 11 et 18 mars. Paris a cela en commun avec Lyon et Marseille en vertu de la loi dite PLM. Et plus l'arrondissement est peuplé, plus il a de conseillers pour le représenter. Le premier arrondissement, le moins peuplé de la capitale, envoie seulement 3 conseillers à la mairie de Paris, tandis que le 15e, le plus peuplé, est représenté par 17 conseillers. Et c'est là que se joue une grande partie de l'élection du maire de Paris, car l'objectif pour un candidat est de décrocher les arrondissements les plus peuplés, donc les mieux représentés. Ce sont essentiellement les arrondissements des faubourgs, représentés ici en bleu. Une fois élus, les 163 conseillers de Paris se réunissent pour élire le maire de la capitale. Un vote à 2 tours qui aura lieu entre le 23 et le 25 mars. De la majorité du Conseil de Paris dépend donc la couleur politique du nouveau maire. Seule restriction, le maire de Paris ne peut être en même temps maire d'arrondissement. Or, parmi les 4 principaux candidats, 3 maires potentiels sont déjà tête de liste dans un arrondissement. Philippe Séguin dans le 18e, Jean Tibéri dans le 5e et Yves Contasso dans le 3e. Il devrait donc abandonner la mairie de l'arrondissement. En 1995, Jean Tibéri avait été élu maire avec 98 voix sur 163 contre 62 voix à son rival Bertrand Delanoë. La saga de la mairie de Paris est encore loin d'être terminée. Et ce soir, c'est au Zénith à Paris que la liste de gauche avec Bertrand Delanoë organise un meeting avec 516 co-listiers. Vous voyez le reportage de Thomas Dandois et Alain Locassio. Exotisme à sa campagne, Bertrand Delanoë s'est offert un joker dernière minute. Madame la maire de la 3e ville du monde. Arrivée en direct de Sao Paulo, Marta Suplicy apporte son soutien au candidat à la mairie de Paris. Un candidat au plus haut dans les sondages, mais qui, stratégie oblige, refuse tout triomphalisme. J'ai toujours dit que je ne voulais pas être le maire des sondages, mais le maire des Parisiens. Donc moi j'aime trop l'esprit rebelle des Parisiens, leur liberté, leur envie d'être des acteurs totalement indépendants de leur propre histoire, pour ne pas leur laisser le temps de la réflexion, le temps de la décision. Et ce soir, comme point d'orgue à sa campagne, le candidat Delanoë choisit le Zénith. Un dernier meeting entre showbiz et politique. Plusieurs membres du gouvernement ont d'ailleurs fait le déplacement et les organisateurs ont promis une surprise au cours de la soirée. La rumeur court que ce pourrait être Lionel Jospin, rumeur démentie pour le moment. Un ultime coup de pouce du Premier ministre qui donnerait de l'air à la dernière ligne droite du candidat socialiste. Même si dans les sondages, on annonce déjà un Paris repeint aux 2 tiers en rose. Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. Cette élection de Paris, les élections municipales en général, c'est un test national? L'élection de Paris, effectivement, ça va beaucoup compter. Ça se présente bien, mais je crois qu'il faut rester prudent et Bertrand Delanoë a raison d'être prudent, il faut rester modeste, je crois que la campagne qu'il fait est très bonne, mais ça se présente bien. Sur le plan général, ce qui me frappe tout de même, c'est, parce que je me déplace pas mal, c'est que en général les maires sortants ont quand même un avantage, la légitimité joue, et puis ce qui me frappe beaucoup, et ça c'est l'acquis, parce que les résultats on ne les connaît pas, mais il y a un acquis, c'est qu'on va avoir une génération 2001 qui sera une génération de femmes élues, puisque la France est, je crois, le seul pays au monde où il y a une exigence de parité sur les listes. Et je pense que c'est très très positif. Alors, dans les priorités, il y a la sécurité, bien sûr, il y a beaucoup de choses, mais le chômage compte. Alors là, Lionel Jospin a annoncé de bons chiffres du chômage, mais le chômage, ça dépend de la croissance. Est-ce que le pari de la croissance, on vient de connaître 3 années avec un peu plus de 3% de croissance, est-ce que le pari de la croissance, vous allez pouvoir le tenir? Est-ce qu'on peut espérer une continuité dans la baisse du chômage aussi importante? Alors revenons peut-être un instant sur ce chiffre qui a été annoncé hier par Lionel Jospin, qui est quand même très très impressionnant, puisque en 3 ans et demi, il y a eu 1 million de chômeurs en moins. Je vous dis honnêtement que si on m'avait demandé à l'époque, au moment où le gouvernement s'est constitué, est-ce que vous êtes sûr que dans 3 ans il y aura 1 million de chômeurs en moins, je n'aurais pas parié. Et ça veut dire, au-delà des chiffres, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont retrouvé un espoir. Donc ça c'est très très important. Alors c'est lié à la croissance, c'est lié je crois à l'ensemble de la politique qui a été menée, au plan international, au plan national. Est-ce que ça va continuer? Il y a des éléments de confiance, il y a des éléments de vigilance. En ce début d'année, la croissance est soutenue, la demande intérieure est forte, la consommation va bien, l'inflation est maîtrisée, l'investissement est fort. Donc tout ça est positif. Mais il y a une baisse aux États-Unis.
Alors, élément de vigilance, conséquence pour nous. pas seulement. Bon, il y a la baisse aux États-Unis qui est quand même... ralentissement quand même. Oui, puisque l'année dernière, la croissance aux États-Unis était de 5%, en ce moment c'est 0. Et quand on connaît le volume de l'économie américaine, ça a nécessairement des conséquences sur toutes les économies. Le Japon lui-même est en recul. Donc, l'Europe, bien sûr, va être beaucoup plus protégée que les États-Unis. Et à l'intérieur de l'Europe, c'est la France qui est la plus solide, à cause de toute une série de décisions qui ont été prises. Mais il y aura quand même un certain effet. Pour vous donner des ordres de grandeur, je prévoyais pour cette année un petit peu plus de 3% de croissance. Là, je suis à un petit peu moins de 3% de croissance. Mais ce qui est essentiel, c'est que le chômage va continuer de baisser, le pouvoir d'achat va progresser, les impôts vont être allégés. Bon. Donc, il y a quand même un premier élément de vigilance dans cette confiance générale, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Deuxième élément de vigilance, puisque je vais être parfaitement honnête, on a un dérapage sur les dépenses d'assurance maladie, qui est un dérapage quand même assez sérieux. Et d'une façon générale, il faut faire très attention à nos finances publiques pour rester en bonne gestion. Donc, confiance et vigilance. Mais au total, dans ce climat général, je pense que c'est la France qui, de tous les grands pays, tiendra le mieux le cap. Mais on est en période électorale, on va avoir d'autres élections l'année prochaine. Je crois que c'est sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous avez dit à l'approche des élections, il y a des tentations de toutes parts. Oui. C'est-à-dire vos amis du gouvernement vous demandent de dépenser un peu plus pour la santé, pour les salaires de la fonction publique, pour l'agriculture. Pas seulement au gouvernement, aussi dans l'opposition. Bon, il est tout à fait normal que au fur et à mesure que la vie se développe, il y ait des dépenses nouvelles. Mais un pays, c'est comme une famille, il faut équilibrer les dépenses et les recettes. Bon, on a une croissance qui est bonne, très bien. On s'est engagé à baisser les impôts, on a commencé, suppression de la vignette, baisse de la taxe d'habitation, baisse de l'impôt sur le revenu. On n'a pas l'impression de le ressentir encore, nous, contribuables, quand même. Vous payez votre vignette, vous? Non, mais enfin bon, ça fait pas grand-chose, la vignette, pour des gens. Vous avez baissé votre taxe d'habitation. Oui, mais tout ça, ça fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on paye toujours les prélèvements. Sont quand même très importants en France, toujours. Vous avez votre impôt sur le revenu qui va baisser. Vous avez, là, vous n'êtes pas concerné, mais il va y avoir pour 10 millions de personnes qui ont des petits salaires, au mois de septembre, une prime pour l'emploi. C'est pas négligeable, hein, Claude Sérillon. Ça veut dire que, pendant un smicard célibataire va recevoir 1500 francs en septembre, 3000 francs l'année prochaine et 4500 francs dans 2 ans. Un couple de smicards, qui n'a pas beaucoup de ressources, avec 2 enfants, va recevoir cette année 3000 francs, 6000 francs l'année prochaine, 9000 francs après. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effort. On va dans le bon sens, mais il faut rester sérieux en matière de dépenses. Juste sur ce sujet, le Parti communiste, le cercle présidé par Jacques Delors, estime qu'on peut faire beaucoup mieux pour les bas revenus et qu'il y a une pauvreté qui continue d'augmenter. C'est ce que Jacques Delors disait. C'est vrai que, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes dans notre pays qui, ou bien n'ont pas de travail, il y a encore plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas de travail, ou bien qui ont un travail, mais qui sont très mal payées. Et donc, il y a, en liaison avec les entreprises, des efforts à faire dans cette direction. Vous seriez favorable à une conférence sur les revenus? Je ne suis pas hostile, ça dépend ce qu'on met dedans. L'idée de la conférence sur les revenus, c'est que se réunissent les syndicats, le patronat et le gouvernement. Ça peut être utile à condition que ça débouche sur quelque chose. Si c'est pour examiner comment améliorer encore la situation de l'emploi, qu'est-ce qu'on doit faire en matière de salaire globalement? On ne va pas discuter ce qui se passe dans chaque entreprise au niveau national, ça ne fonctionnerait pas, mais quelles sont les évolutions générales? Et puis, peut-être aussi, comment continuer la baisse des impôts, ça peut être une idée intéressante. Il y a des pays où ça existe, mais à condition que ce ne soit pas une réunion pour la galerie, mais que ce soit vraiment efficace. Moi, je suis de toute façon, je suis pour la concertation, et faire en sorte que le gouvernement, les syndicats et le patronat voient ensemble quels sont les grands axes pour développer l'emploi, je pense que c'est une chose qui peut être utile. Comment allez-vous financer les 35 heures? Le rapport du sénateur RPR Charles Descours dit qu'il manque au moins 30 milliards de francs. Alors comment allez-vous financer? Est-ce que c'est par la sécurité sociale? C'est l'État? Est-ce que là-dessus vous avez des vraies inquiétudes? Parce qu'on dit que ça coûtera finalement 110 milliards de francs. Alors, je crois qu'on présente un petit peu les choses à l'envers. On a décidé de faire les 35 heures. Bon. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées aux 35 heures.
ça s'est passé en général bien. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas encore passées aux 35 heures, notamment les petites entreprises. Là, vous maintenez votre volonté que ça se fasse en souplesse? Ah oui, absolument. Je crois que c'est nécessaire. Si on veut encourager l'emploi, il faut qu'il n'y ait pas de frein à l'embauche et donc qu'on puisse travailler. Mais ça veut dire quoi, la souplesse dans votre... La souplesse, ça veut dire que, par exemple, prenez des branches comme la restauration, ou des branches comme le bâtiment et les travaux publics. Bon, il faut trouver des aménagements pour qu'il n'y ait pas une espèce de chape qui empêche les recrutements. Bon, alors, je réponds à votre question. On a donc dit, allons vers les 35 heures, par des allègements de charges. C'est ça le mécanisme qui a été utilisé. C'est-à-dire que les entreprises, au lieu de payer X de charges, payent moins. Les 35 heures ont permis de créer pas mal d'emplois, donc c'est bénéfique pour la sécurité sociale, mais en même temps, ces allègements de charges ont un coût. Bon, il y a une partie qui est prise en charge par le social, une partie par l'État. Et donc, comme les 35 heures ont eu un meilleur succès que prévu, ça veut dire évidemment qu'il y a des allègements de charges qui sont un petit peu plus coûteuses que prévu. Pas énormément plus coûteuses, mais un petit peu plus coûteuses. Ce problème doit être réglé avant l'automne de cette année, mais il n'est pas massif. Vous n'avez pas le sentiment que ça coûte très cher, les 35 heures? Les allègements de charges sont très importants, c'est sûr, mais tout dépend ce qu'on veut. Tout à l'heure, au début de notre conversation, nous disions il y a 1 million de chômeurs en moins. Ça ne s'est pas fait par miracle. C'est parce que le gouvernement a une volonté politique de dire on va utiliser tous les moyens, pas seulement les emplois jeunes. Les emplois jeunes, les 35 heures, la croissance des entreprises, la formation. Bon. Et les 35 heures sont un de ces éléments-là. Alors, évidemment, ça rapporte des emplois, ça représente des allègements de charges, mais je pense que quand on a 1 million de personnes qui retrouvent un emploi, ça vaut le coup quand même financièrement d'y mettre le prix. Je regardais la date, ça fait 11 mois pratiquement jour pour jour que vous êtes au gouvernement. Alors on disait Fabius le libéral, il parle beaucoup de réforme de l'État, il dénonce certains gaspillages. Bah oui, mais dans votre ministère, on n'a pas l'impression que vous avez bougé d'un seul pouce. Bah, écoutez, la réforme des impôts et la baisse des impôts est en train de se faire. La réforme de l'épargne salariale, je l'ai fait voter. La réforme de votre ministère, la réforme du ministère des Finances. Ça commence, par exemple... Vous vous heurtez aux mêmes réticences que votre prédécesseur, M. Sauter? Il peut y avoir des réticences, mais je crois qu'on a besoin d'une réforme d'État. Vous avez entendu parler de la réforme de l'ordonnance organique de 1959. C'est quelque chose dont on parle depuis 40 ans. On a commencé de le faire. Vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, si vous êtes dans une entreprise, en tapotant sur votre ordinateur, avoir en contact toutes les informations sur le ministère. Il y a des choses qui se font, ça ne veut pas dire que ça se fait en deux coups de cuillère. Honnêtement, est-ce que ça va aussi vite que vous l'espériez lorsque vous n'étiez pas au gouvernement, lorsque vous aviez peut-être plus de liberté de parole? Il y a des résistances, c'est sûr, mais moi je veux absolument continuer la réforme. On a été élus en 97 pour réformer le pays. Il y a des réformes qui ont commencé, la CMU, l'épargne salariale, la sécurisation des cartes bancaires, pour prendre des exemples très différents. Ce que je disais sur le chômage, il faut absolument continuer. Sur la retraite, on a des choses à faire. Sur la sécurité sociale, on a des choses à faire. Sur l'école, on a des choses à faire. Sur la formation, on a des choses à faire. Bon, et c'est un mouvement continu de réforme dans la bonne gestion. Mais diriez-vous qu'il y a trop de fonctionnaires, que la fonction publique est trop importante? Je ne dirais pas les choses comme ça. Je ne suis pas dogmatique. Je crois qu'il y a des endroits où on a besoin de fonctionnaires, peut-être même en nombre supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Regardez dans l'hôpital, regardez au niveau de la police, regardez dans l'éducation, on a besoin de fonctionnaires. Et puis il y a d'autres secteurs où petit à petit les tâches diminuent et il faut faire donc des redéploiements. C'est le cas chez vous, aux finances? Cette année, on est resté exactement stable. J'avais pris engagement, il n'y a pas eu de recrutement supplémentaire au plan global, mais il n'y a pas eu non plus de suppression. 11 mois au gouvernement, Lionel Jospin pour vous, c'est le candidat naturel de la gauche pour l'année prochaine? Au présidentiel? Oui, bien sûr, mais on ne va pas aller plus vite que la musique. Je crois que c'est un sujet qu'on abordera au début de l'année prochaine. Et comment ça se passe avec Lionel Jospin? Parce que vous aviez vous-même reconnu que pendant un temps ça n'allait pas très fort, et maintenant ça se passe bien. Au gouvernement, ça va très très bien. Non, on travaille vraiment la main dans la main. C'est d'ailleurs... On a l'impression que vous êtes plus discret qu'avant. Moi, personnellement? Oui, quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous parliez volontiers, vous interveniez. Là maintenant, vous savez, vous êtes dans votre coin. Je suis normand. Et en normand, on dit... peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, on ne dit pas ça. Ah, on dit ça aussi. Mais on dit grand diseux, petit faiseux, grand faiseux, petit diseux. Alors, je suis plutôt du genre faiseux. Bon, vous avez la gentillesse. Et avant, vous étiez diseux, quoi. Avant, je n'avais pas les manettes. Là, évidemment, j'ai une responsabilité très importante. Il s'agit toujours l'axe emploi. Il
faut pas changer cet axe-là. La solidarité, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en difficulté dans notre pays, et puis la réforme. Bon, si on fait ça, on le fait en bonne intelligence et en équipe avec Lionel, ça va aller. C'est un des points, d'ailleurs, vous parlez du municipal tout à l'heure, qui est important. On essaye de faire sérieusement ce qu'on fait, et on le fait avec esprit d'équipe. Je pense que, sans avoir la grosse tête, c'est quand même apprécié. Merci Laurent Fabius. Merci Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant l'épizootie de fièvre afteuse. Elle s'étend de plus en plus en Grande-Bretagne. Après l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, l'Écosse a été touchée. On a trouvé plusieurs cas décelés de foyers de fièvre afteuse. Des mesures de précaution très importantes sont prises un peu partout dans des pays européens. La météo dans quelques instants avec Sophie Davant, suivi du point route avec Valérie Maurice, puis le magazine Envoyé spécial présenté par Françoise Joly. Le dernier journal de la rédaction, c'est Alexandre Cara qui vous le présentera à minuit 30. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Ségolène Royal. À 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Gérard Rolls et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci. Merci.